Ils sont l'auteur d'un tube qui a traversé les années. La prise de voix a été faite dans une salle de bain. Quand nous sommes allés voir les maisons de disques, on nous a dit « Oh, c'est en anglais ». Personne n'en voulait du disque. Comment cette chanson a vu le jour? Je faisais l'amour avec une demoiselle. Et là, elle vous crie « Vas-y, Francky, c'est bon ». Grâce à cette chanson, ils ont connu la célébrité. J'ai l'impression d'avoir vécu un rêve, que c'était d'une autre vie. Le premier chèque de droit d'auteur, c'était, je crois, 200 000 €. J'étais interdit bancaire, donc je ne pouvais pas l'encaisser en plus. Je suis devenue une pro, Francky. Ah, mais d'accord. Une pro du... C'est une invitation. Mais depuis ce succès, que sont-ils devenus? Je fais du maraîchage biologique. Bah moi, j'ai une partie de ma famille qui est dans le poisson. Mon père me dit, bah, t'as un peu de sous de côté et tout ça. Et je me retrouve à la tête de 2 poissonneries 6 mois après. Ça vous rapporte encore combien par an? 1 milliard d'euros par an, quoi. Merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Les hommes et les femmes que je reçois aujourd'hui ne vous sont pas inconnus, ou du moins l'une de leurs chansons vous a certainement marqué. Ces tubes des années 80 ou 90 sont encore dans toutes les mémoires et sur toutes les lèvres. Leurs interprètes, eux, ont parfois tourné la page. Après ce tube, que reste-t-il de leur succès? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans Toute une histoire. Et puis, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour l'histoire continue. Nous retrouverons Didier et son fils Enzo, que vous avez découvert lors d'une précédente émission. Ils reviendront nous donner des nouvelles de son fils. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, des tubes indémodables. Et nous allons commencer en musique avec un extrait de la chanson qui a fait connaître Cédric. C'était en 1998. Écoutez. Souvenez du nom de ce groupe. Ça s'appelait comment le groupe? Mano, oui. Voilà. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le titre, vous vous souvenez? Dans la vallée de Dana. La tribu de Dana. Voilà, dans la tribu de Dana. Un tube. Ouais. Combien de disques avez-vous vendu avec cette chanson? À peu près 5 millions. 5 millions. Tout compris, oui. Album et single, oui, 5 millions. Ouais. Magnifique. Ouais, très beau, ouais. Comment a vu le jour ce tube? Vous en étiez où dans votre vie personnelle, dans votre moi, vie... je travaillais à la radio. J'étais à la radio Skyrock. Et puis, j'allais arrêter Skyrock. Vous composiez? Tout à fait. Je faisais de la production et de la réalisation à la radio. Et puis donc j'avais un peu de matériel chez moi. Et puis avec mon ami d'enfance, Martial, qui est le chanteur, quand on était jeune, on faisait du rap. On était au début du rap. Et lui me propose un soir, en refaisant le monde dans un bar, il me dit, est-ce que ça te dirait de refaire de la musique avec moi? Parce que lui, il rappait et écrivait des textes. Et puis je dis, bingo, allons-y. Ouais. Donc j'ai arrêté la radio et puis on a enregistré, on a commencé à travailler. Alors là, on peut dire quoi? Que c'est un rap un peu celtique? Vous avez des Ouais, origines... c'était en fait, nos 2 mères sont d'origine bretonne. Donc nos 2 mères sont arrivées à la gare Montparnasse avec tous les Bretons. Ouais. Et donc on a... Avec les crêpes, les dentelles, voilà, tout ça. Et puis, donc on a grandi un peu là-dedans. Enfin, la semaine, c'était la musique celtique à la maison. Pas que ça aussi, mais une partie.
Alors, la légende dit que ce tube aurait été enregistré dans une salle de bain. La prise de voix a été faite, oui, bien sûr, dans une salle de bain. C'est-à-dire que moi, j'avais mon matériel dans la chambre. Et puis, il a fallu tout de suite enregistrer une voix, puisque Martial, on a fait la chanson, mais il n'y avait pas encore le texte. Ouais. Donc, on s'est regardé, puisque moi, j'ai commencé à sampler. Vous avez fait la musique, mais il n'y avait pas encore le texte. Il n'y avait pas encore le texte. Ouais. Et donc, je dis à Martial, bon, bah voilà, je te laisse 15 jours. Et il est revenu au bout d'une semaine, en fait, avec le texte de la tribu de Dana. Et en fait, quand il l'a, comme on dit, posé, en fait, juste derrière moi, sur la musique, il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes dit, on tient un truc. On s'est regardé. Il s'est passé quand même quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on a senti que... Une magie. Une magie. Et donc, on a une alchimie. Voilà. Et donc, j'ai pris le micro. Et puis là, il y avait du bruit dans la chambre, donc on l'a mis dans la salle de bain et il a posé la voix, en fait, dans la salle de bain. Ouais. Voilà. Et là, on sent, quand on tient un tube, en général... Ouais, on sentait quand même quelque chose. Ouais. Donc, vous l'avez envoyé aux maisons de disques, à plusieurs? On l'a envoyé aux maisons de disques, ouais, à toutes les maisons de disques, à peu près. Ouais. Quel retour avez-vous eu? Les 3/4 ont dit on n'en veut pas, ça marchera jamais. Ah ouais? Ah oui, oui. Et puis, on a été très bien reçus par Universal Music, le label Polydor. C'est-à-dire, on a eu des messages tout de suite, 2-3 messages, en fait, genre une semaine après l'envoi. On veut absolument vous voir. Et ils se sont déplacés directement à la maison, en fait. Parce que Martial travaillait dans un entrepôt. Moi, j'avais un peu de temps. Et ils m'ont dit, on veut absolument vous voir. Et donc, ils sont venus directement à la maison le lendemain. Le mec qui a du flair. Ah oui, oui, je crois, ouais. Et alors, donc, ils ont signé et... ça a été plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le premier rendez-vous à Universal Music, ils nous ont pris un peu de haut. C'est très bien, les jeunes, ce que vous faites, ouais, c'est pas mal. Et comment vous avez réagi? On était un peu surpris. Et puis, nous, on n'a jamais vraiment cherché à faire de la musique, à être célèbre. Donc, on a pris ça, bon, c'est pas grave. Et ça veut dire quoi, que vous êtes fait avoir sur le contrat? Pas du tout. Ils nous ont pris en distance. Et le deuxième rendez-vous, comme ils ont su qu'on avait d'autres rendez-vous avec d'autres maisons de disques, ils ont dit, bon, là, on arrête de jouer, c'est bon, on vous signe 3 albums. Ah ouais, 3 albums. Ouais. Est-ce que le succès était immédiat? Ça a été très, très vite, puisqu'on a signé, je crois, au mois de mars. C'est lié à quoi, en fait, un succès? C'est lié à un passage radio? Comment on flaire le succès? Qu'est-ce qui déclenche? Je sais pas, parce que le morceau est rentré sur Énergie, je crois, une semaine après. Et puis, c'est parti de là. Et puis, la maison de disques a envoyé la grosse machine, donc après... Après, ça dépend du bon vouloir d'un programmateur de radio et c'est essentiellement ça, oui. Ouais. Donc... Maintenant, les choses changent, mais à l'époque, c'était ça. Succès, comment vous vivez cette célébrité soudaine et le changement de vie qui, j'imagine, va avec? Changement de vie, surtout professionnel. Après, dans ma vie personnelle, la vie continue. Mais professionnellement, oui. Après, il y a des rentrées d'argent un an après. Donc là, c'est vrai qu'il se passe d'autres choses encore, mais on vit très bien. C'est pas trop dur à gérer, j'imagine. C'est pas trop dur à gérer. Des rentrées d'argent. Au début, c'est pas trop dur à gérer, c'est plutôt agréable. Ouais. Et puis, on est en 98. Ça a été quoi, les rentrées d'argent? Je suis plus habituée au retrait qu'au rentrée. Les retraits. Non, le lapsus est révélateur. Je crois que le premier chèque que j'ai reçu, parce qu'il m'avait marqué, le premier chèque de droit d'auteur, en fait, de la SACEM, il était, je crois, de 200 000 €. Je crois. Sympathique. Donc, moi, je gagnais 1 500 € avant. Ouais. J'étais interdit bancaire, donc je ne pouvais pas l'encaisser en plus. C'est vrai. Ouais. Donc, il me dit, le banquier, il me dit, vous êtes bien, je vous aime bien, monsieur Cédric Soubiron, mais je ne peux pas encaisser votre chèque puisque vous êtes interdit bancaire. Excellent. Et puis, en fait, il a appelé sa direction. Et puis, comme par hasard, 24 heures après... Ouais, en général, ils trouvent des solutions. Ils ont encaissé le chèque avec le café, le champagne, tout ce qu'il fallait. Et alors, vous étiez capable de dépenser combien d'argent par jour à ce moment-là? On claque un peu J'étais encore raisonnable. Ouais. J'étais encore raisonnable parce que ça, c'était le premier, mais il y en a d'autres qui ont suivi encore dans le même genre. Donc là, on ne comprend pas trop. Écoutez, après, je sortais beaucoup, mais... c'est indécent de dire ça, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de claquer 3 000, 5 000 € dans la nuit en faisant le foufou, quoi.
En bouteille de champagne Oh, ça va très vite, hein. Ouais, bah oui, On peut dépenser très vite quand on veut. j'imagine. Ouais. Combien de temps a duré votre succès? Surtout Mano, de 98 à... Moi, j'ai arrêté en 2007. Je suis parti. Et voilà, ça fait, si je compte bien, 8 ans, 9 ans. Pourquoi vous êtes parti? Parce que je voulais faire autre chose. J'en avais un peu... les cornemuses, les bignoux... Ça, je suis d'accord. c'est pas... moment. J'en avais un peu marre. Ouais. Et puis, et je voulais faire autre chose dans la musique. Et puis Martial, le chanteur, mon ami, voulait faire aussi autre chose musicalement. Donc artistiquement, on s'entendait plus trop. Ouais. On est toujours les meilleurs amis. On verra comment vous êtes reconverti tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu pied dans votre vie privée? Est-ce que vous avez attrapé la grosse tête? Vous l'avez dit financièrement, vous avez un peu trop dépensé. Moi, l'argent, à un moment, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais. Mais l'argent m'a rendu très bête. Très... un petit peu méprisant, en fait, aussi. C'est bête de dire ça, mais C'est je bien suis de le revenu réaliser. vite à la réalité. Voilà. Mais Donc ça peut arriver. ça peut arriver. Alors, à présent, je vous propose de découvrir en images un chanteur qui a fait danser plusieurs générations sur son tube Reality. Cette chanson a vu le jour sur grand écran. Dans le film qui a révélé Sophie Marceau, La Boum. Et si tout le monde connaît ce tube, son interprète, Richard Sanderson, reste lui plus mystérieux. Une histoire comme au cinéma. C'est le titre du reportage que nous lui avons consacré chez lui à Paris. Ok, on reprend 3, 4. On the dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of eucalyptus rising up through the air. My hair drew Up ahead in the distance. Répète après moi, ça va. up ahead in the Très bien. distance. Une fois par semaine, Richard Sanderson, 60 ans, enseigne le chant à des élèves de ce conservatoire près de Paris. Loin des paillettes et du show business, Richard donne des cours à Savigny-sur-Orge. Welcome to the hotel. Welcome to the hotel California. Je me suis inscrite au conservatoire de Savigny et après, quand on m'a dit que c'était Richard Sanderson, j'ai trouvé ça plutôt cool, donc du coup, voilà. Et si cette jeune fille trouve ça plutôt cool d'avoir Richard Sanderson comme professeur, c'est que ses parents lui en ont évidemment parlé. Met you by surprise. I didn't realize. Cette chanson qu'il est en train d'apprendre à son élève, c'est lui qui l'a écrite et elle a marqué les années 80. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Cet air, Reality, tout le monde le connaît. C'est la bande originale du film La Boum avec Sophie Marceau. Quand le film sort en 1980, c'est un succès. 4 millions d'entrées en France. Quant à la musique du film, elle est vendue à 8 millions d'exemplaires à travers le monde entier. Chez lui, à Paris, Richard a conservé précieusement tout ce qui lui rappelle ce succès. Donc ça, c'est des pochettes des 45 tours, des singles. Donc ça, c'est celui de Reality, donc le premier, avec la fiche du film. Ils ont quand même mis ma photo derrière. Ça, c'était le deuxième slow qu'il y avait dans le film. Et ça, c'est un peu toutes mes références dans la musique, ma carrière dans la musique. Donc La Boum, disque d'or de la chanson du film La Boum. Ça, c'est l'album de toute la BO du film, parce que j'ai interprété 3 chansons dedans. La chanson de La Boum me colle à la peau, oui, ça c'est sûr. C'était un trop grand succès, quoi. C'était trop gros. J'avais beau sortir des nouveaux disques. Quand je venais en promo, on me demandait de faire La Boum. On me demandait jamais de faire mon nouveau single. Et ça dure plusieurs années. Plusieurs années durant lesquelles Richard a mis son talent au service des autres. Et ça continue. Ça va? Et toi? Super. Aujourd'hui, il travaille avec Dréville, un jeune slammer. Bon, monsieur Richard, on fait quoi aujourd'hui? Écoute, on va continuer, on va avancer. Richard compose en ce moment la musique de son premier album. Je pense que tu pars tout de suite. Ah ouais? Ouais, démarre Ok. tout de suite. Allez. Ouais, en intro après. L'amour-passion est invivable. Je t'aime, je te hais. Trop de peine.
Pas de regrets. Du slam, on est bien loin des chansons romantiques des années 80 et de la boom. Pourtant, entre Richard et Dréville, ça colle. Dréville et moi, c'est vraiment un mariage musical. Et en plus, moi, ça me permet d'explorer des univers musicaux qui me sont un peu interdits. J'ai compris. J'ai rajouté des petits cœurs après, juste là, après. J'ai compris qu'il fallait me taire. Et c'est comme de l'exploration. Vous savez, on découvre des terres nouvelles. Et ça, c'est toujours très excitant. Quand j'ai rencontré Richard, c'est pas le chanteur de la boom que j'ai rencontré. C'est vraiment un artiste déjanté, aussi rock'n'roll et aussi cinglé que moi. Et au final, on s'est accroché, quoi. Hormis la musique, Richard a d'autres bonheurs, et pas des moindres. Alors la grande... Ça va? Mélodie a 18 ans, c'est sa fille aînée. Super. Alors, l'album? Ça avance bien. C'est moi qui te demandais comment ça se passe, les examens. Mélodie a passé son enfance en Angleterre, et elle a découvert le succès de Reality à son retour en France. Sa chanson, je l'ai connue assez tard. Je l'ai connue vers mes 12 ans. J'ai réalisé que tous mes amis et les parents de mes amis connaissaient cette chanson et le chanteur. Et d'ailleurs, certaines mamans m'avaient dit « Oh, j'étais amoureuse de Richard Sanderson ». Richard a beaucoup de recul aujourd'hui sur ses années de célébrité. Il est heureux d'avoir fait un tube, mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Ben, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est ce qu'on laisse derrière nous, vraiment. Bon, à part les chansons, c'est ce qu'on... Moi, oui, c'est mon plus grand succès, ma plus grande joie. La chose la plus importante, c'est mes enfants. Ouais. Your eyes open wide as I look your way. Couldn't hide what they meant to say. Feeling lost in a crowded room. It's too soon for a new love. Merci d'accueillir Richard Sanderson. Là, ça rappelle des souvenirs, là. Je suis très ému aussi par le sujet. Le téléphone portable. Quelle année? 81. 81? Oui. Oh là là, le temps des booms à l'époque. C'était le début des années 80. C'est vrai. Très ému par le reportage? Oui, devant Pourquoi? ma fille, je sais pas, de tout. Elle chante bien, votre fille? Oui, pas mal. Elle m'a jamais dit qu'elle voulait être chanteuse, mais elle a fait pas mal de voix dans des... Elle veut être chanteuse? Non, elle a fait beaucoup de voix dans des disques pour enfants que j'ai produits dans les années 90. Donc elle a déjà l'habitude de faire des voix en studio. On la faisait travailler un peu. Ouais. Quel a été votre parcours musical? Alors, j'ai fait du piano classique quand j'étais jeune. Ensuite, à 15 ans, j'avais des copains qui faisaient des chansons à la guitare. Donc j'ai commencé à chanter des chansons originales avec des copains. Ensuite, j'ai rencontré... C'est-à-dire que vous composiez? On faisait nos propres chansons. Ensuite, à 17 ans, j'ai vu un groupe de rock qui passait dans une boîte. Et je me suis dit que je voulais absolument jouer avec eux parce que je pensais qu'ils allaient devenir les nouveaux Beatles. Et je suis parti avec ce groupe. On a fait un disque à Paris en 71. Et puis le groupe a duré 3 ans, puis c'est séparé. Puis ensuite, je me suis retrouvé pianiste. J'ai joué avec David Christie, Nancy Holloway. Ensuite, je suis parti travailler dans une grande chaîne hôtelière mondiale où je faisais le zouave tous les soirs. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. D'ambiance? Non, on avait un orchestre, on jouait, on faisait danser tous les soirs. D'accord. Et On voit puis... en photo. Ah oui, ça c'est en 82. J'imagine que vous faisiez très bien danser les filles. C'était la pochette de ma version de Your Eyes, la Boom 2, ça. Comment vous en êtes arrivé à chanter justement le titre principal de la bande originale de la Boom? Vous savez, on dit toujours que c'est les producteurs qui découvrent les artistes. Moi, je pense que c'est le contraire. C'est les artistes qui vont secouer l'art pour faire tomber le producteur. Avec un très bon copain que j'avais à l'époque, qui était le regretté Gérard Berliner.
On avait monté un groupe ensemble et on a été tapé à la porte chez les éditeurs. Et un jour, on a rencontré Pierre Jobert qui m'a dit « Moi, votre groupe, c'est nul, mais toi, tu m'intéresses. » Et il m'a rappelé, je pense, 2 ans après. C'était en mois d'août 1980. En plus, c'était rare qu'on soit à Paris au mois d'août parce que normalement, on est en tournée quand on est musicien. Et il m'a dit « J'ai l'affaire de ta vie, il faut absolument que tu appelles Vladimir. » Ils ont besoin d'un chanteur. Voilà, Vladimir Cosma, ils ont besoin d'un chanteur et c'est toi tout craché que je vois pour ça. Voilà. Donc j'ai appelé Vladimir. Il m'a donné la partition, je suis rentré chez moi. Non, mais c'est pas vous qui avez composé la musique alors? Non, non, moi je suis que l'interprète. D'accord, d'accord. Donc c'est Vladimir Cosma. Vladimir Cosma a fait la musique et Jeff Dordan, qui est le pseudonyme de son ex-femme, a fait le texte, qui est anglaise. Ouais. Et vous êtes anglais? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez flairé le tube? Non. Parce que, à vrai dire, quand nous sommes allés voir les maisons de disques, on nous a dit « Oh, c'est en anglais, c'était le début du disco, vous savez, il y a eu Saturday Night Fever qui marchait. Donc on se dit oh, « C'est en anglais, c'est slow, ça marche plus. Personne n'en voulait du disque, comme disait plutôt, je ne sais plus qui, personne ne voulait le disque. Sauf une personne chez Barclay a dit « Voilà, nous, on le prend. » Voilà. Donc moi, je n'étais pas sûr, puis j'avais fait tellement de disques qui n'avaient pas marché, je commençais à avoir des doutes. Si, vous aviez une supportrice dans votre entourage, c'était qui? Une supportrice? Oui, quelqu'un qui y croyait au disque. Ma mère? Voilà, oui. Elle était sûre du tube. Ah oui, mais elle, chaque fois que j'amenais un nouveau disque, elle pensait que ça allait marcher aussi. Il est fort, mon fils. Très bien. Donc, la particularité de votre tube, c'est qu'il a été quand même peut-être plus connu que son interprète, que vous-même. Oui, parce que c'était le film. Moi, je ne suis pas dans le film. Et le film a marché très fort, a démarré en flèche. Comment on vit ça, le fait de rester dans l'ombre de la chanson que l'on interprète? C'est pas banal comme situation. C'était bien et c'était pas bien. Donc, j'avais une certaine frustration qu'on ne me reconnaisse pas dans la rue. Mais d'un autre côté, j'étais tranquille pour aller chez le boucher ou aller acheter des chaussures. Donc c'était... Qu'est-ce qui l'emportait, la tranquillité ou la frustration? Les deux, je pense, à part égale. Ensuite, quand j'étais déjà numéro 1 depuis 2 mois, j'ai commencé à faire des émissions de télé. Donc là, je commençais à être un peu plus reconnu. Est-ce que l'après-boom a été difficile à vivre pour vous? Oui et non. L'après-boom a duré longtemps parce que la boom a été numéro 1 en Italie 1 an après et numéro 1 en Allemagne 6 ans après. Ah ouais, donc ça veut dire que pendant toutes ces années, vous avez tourné sur cette chanson? Ben, plus ou moins. J'ai eu la chance d'écrire un autre succès en 86 qui était Talelou Coco parce que ma carrière marchait moins bien. Donc Talelou Coco, c'est vous aussi? Voilà, ça, moi j'étais compositeur par contre de ça et pas l'interprète. Qu'est-ce qui chantait ça? La Roche-Valmont. Et ensuite, on m'a appelé, c'était Claude Cara m'avait appelé parce qu'il avait racheté, je crois, le catalogue de Vladimir Cosma. Et il me dit, mais numéro 1 en Allemagne avec Reality, en 87. Donc je ne pouvais plus sortir dans la boom, c'était impossible. Comment vous voyez votre avenir professionnel aujourd'hui? Mon avenir? Oh, plein de nouveaux projets. Ah. Voilà. Des tubes en perspective? Je vais faire un album de reprises avec 2 autres chanteurs, je pense. De reprises de quoi? De chansons un peu romantiques, arrangées nouveaux, quelques reprises, je pense. Quel genre? Des chansons, des ballades romantiques. Ouais. Que vous allez interpréter vous-même? Oui, avec 2 autres chanteurs, je pense. C'est un projet. Puis je continue à produire des disques pour enfants. Les Fables de La Fontaine, par exemple? Voilà, ça marche très bien. C'est complètement réécrit. Je raconte l'histoire de la fable sans utiliser le texte original qui, pour certains enfants, est assez incompréhensible. Oui. D'accord. Mais il y a quand même le texte original aussi? Non, pas du tout. Mais il y a des gags, il y a des personnages, il y a des bruitages, il y a des jingles et des chansons. Et c'est vous qui l'avez réécrit? Ça, c'est un projet que j'ai fait il y a très longtemps. Lorsque j'élevais mes enfants, je leur racontais des histoires le soir au coucher. Ouais. Et au bout d'un moment, j'étais souvent à court. Donc, je piochais dans les fables et j'ai inventé comment le corbeau avait trouvé le fromage, ce qui se passait après, voilà. Très bien. Alors, notre prochain invité est chanteur, auteur, compositeur. Il a écrit de nombreux tubes, notamment avec Jean-Jacques Goldman, monsieur Michael Jones.
place de l'expert, expert en tube, hein, c'est comme ça qu'on pourrait vous qualifier. Une collaboration de combien d'années avec Jean-Jacques Goldman? C'est pas encore terminé, j'espère. Mais comment va-t-il d'ailleurs? Très bien. Est-ce qu'il va revenir un jour? C'est pas prévu. Il nous manque. Il va revenir au mois de janvier aux Enfoirés. Ah, donc comme chaque année. Sinon, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille ensemble. Ouais. Ça doit être un bonheur quand même d'avoir une collaboration validée par autant de tubes. C'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire de vie. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? J'ai fait une audition, parce que ça s'appelait une audition à l'époque, pas un casting, pour le remplacer dans un groupe qui s'appelait Taifong. Et finalement, on est restés dans le groupe ensemble. Ah d'accord. Pourquoi? Il a plus voulu partir? Non, c'est parce qu'à l'époque, Jean-Jacques avait un métier. Il faisait quoi? Pardon, il vendait des vêtements de sport dans une entreprise familiale et il ne voulait pas partir sur la route pour défendre les chansons, donc il cherchait un remplaçant qui chantait et qui jouait de la guitare pour le remplacer sur les concerts. Et donc finalement, vous avez commencé à travailler ensemble et on sent tout de suite quand il y a une complicité et quand on va être fertile. C'était une espèce de coup de foudre artistique et humaine. Le jour où on s'est rencontrés, on est devenus tout de suite copains. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vous diriez quoi? Il y a une complémentarité? Oui, on est forcément complémentaires, sinon ça n'aurait pas marché. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui pense, qui fait des textes qui touchent beaucoup de gens. Ouais. Moi, je n'ai pas cette culture-là. Moi, j'ai une culture anglo-saxonne, donc... vous composiez la musique? Non, j'ai surtout fait les textes avec Jean-Jacques, surtout tous les textes en anglais. Ouais. Et après, il y a une collaboration qui se fait aussi entre nous. Mais et surtout, travail sur les arrangements, etc. Moi, j'ai écrit des musiques pour d'autres personnes ou pour moi. Alors, pour qui vous avez écrit aussi? Oh là là, c'est... je ne me rappelle plus, je crois que le premier truc que j'avais fait, c'était pour le B Dévotion. C'est vieux, hein, c'était à l'époque du disco ou Sheila. Après, on a travaillé pour qui? Ray Charles, Joe Cocker. Pardon, Ray Charles, Joe Cocker, juste les meilleurs. Voilà, oui, bon, les meilleurs peut-être pas. Vous avez fait quoi pour Ray Charles? On a fait une musique de film. Vous dites on? Parce qu'avec Jean-Jacques, c'est cette collaboration quand même. Oui, bien sûr. Pour un film qui s'appelait, avec Sophie Marceau, qui s'appelait Pacific Palisades. Ah oui. Un film de Bernard Schmitt. Et pour Joe Cocker, c'était une chanson pour son album, s'appelait On My Way Home. Après, on a travaillé pour Johnny Hallyday. Mais toujours avec Jean-Jacques? Est-ce que vous avez collaboré avec d'autres artistes sans Jean-Jacques? Oui, mais je ne me rappelle plus. Des fois, on me fait écouter des trucs et on dit « Ah, ben c'est toi ça », et je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il y a des recettes pour fabriquer un tube? Ben, il y a forcément une recette pour faire une belle chanson. Ouais. Mais on ne sait pas si cette chanson va devenir un tube. Il faut un bon texte, une mélodie. Il faut un bon texte, il faut une vraie mélodie. C'est le découpe de la chanson qui est essentiel aussi, c'est-à-dire comment on va commencer, comment on va terminer la chanson, comment ça va se passer cette chanson, pour que les gens ne s'ennuient jamais. Donc des fois on peut commencer avec le refrain, des fois on peut commencer avec un couplet ou un deuxième couplet, un refrain. C'est juste trouver la bonne découpe pour que la chanson rebondisse. Voilà, c'est ça. Donc des fois il faut que ça ait une cassure au milieu. Quand vous voyez la chanson de Claude Michel Schoenberg, le premier pas, à un moment on croit que ça s'arrête au milieu et hop, ça repart. Voilà, c'est ça. Mais il y en a plein comme ça. Et après, il y a des artistes qui peuvent faire des chansons qui sont totalement différentes de ce qu'on fait d'habitude. Non, normalement, dans notre culture à nous, il fallait faire des couplets, des refrains, un pont. Ouais. Hein, le pont, c'est le middle eight, comme on dit en anglais. C'était la recette des Beatles, essentiellement. Mais après, il y a des gens qui vont faire des chansons avec un texte où il n'y a quasiment qu'un couplet, il n'y a pas de refrain, il n'y a pas d'accroche. Où il y a des gens qui sortent des... Pour moi, ma chanson préférée, c'est une chanson de Murray Head qui s'appelle Say It Ain't So, où c'est quasiment la même partie de guitare tout au long, et il change juste la mélodie, mais c'est un chef-d'œuvre, ce titre. Quelle est la chanson qui vous a rapporté le plus d'argent? J'oublierai ton nom. Johnny? Oui. J'oublierai ton nom. Ça? Oui, parce qu'elle a été reprise ensuite par Florent Pagny. Ouais. Et Johnny
surtout en concert, c'est des gros stades qu'il fait, donc au niveau Ça a des droits rapporté plus que Je te donne, par exemple, ça. Oui, je crois. Ouais. Je te donne me rapporte encore, donc ça va peut-être changer parce qu'il y a eu Génération Goldman depuis, qui a bien marché, donc ça va peut-être changer la donne. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est... C'est-à-dire que Je te donne va commencer à vous rapporter plus. Peut-être. Combien vous rapportent vos tubes chaque année? J'en ai aucune... Ça change. Vous pourriez arrêter aujourd'hui? Non. Non, mais en dehors du plaisir et de la passion. Je vais pouvoir financièrement. Non, financièrement, non, je ne peux pas m'arrêter. Non. Non, mais ça dépend combien vous avez de pensions alimentaires à payer. Non, j'ai pas ce problème. Non, c'est surtout parce que la première fois que ça nous arrive, on est totalement naïf et qu'on se fait tout plomber par les impôts, en général. Et on est très mal conseillé au départ. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire beaucoup de tubes pour pouvoir être financièrement très indépendant. Ça va, là. Mais je vais avoir une bonne retraite, non? Et je ne suis pas inquiet, non. Et c'est l'année prochaine, donc ça. C'est l'année prochaine, déjà? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire à la retraite? D'autres tubes? Je continuerai à jouer sur scène. Non, je continuerai à travailler pour des jeunes. J'ai déjà commencé à aider des jeunes artistes. Et je pense que je vais consacrer mon temps à faire ça, essayer de faire... Un petit peu comme Richard d'ailleurs, faire travailler des jeunes artistes. Alors faire travailler, ça veut dire donner des cours de chant Non. Moi, surtout le travail en studio. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui ont beaucoup de talent. Et aujourd'hui, les maisons de disques n'investissent plus dans les jeuns talents. Donc, c'est essayer de leur mettre un peu le pied à l'étrier pour que... Ça coûte cher d'enregistrer une chanson. Donc, faire en sorte que ça leur coûte pas cher. Alors, avant de donner la parole à notre prochain invité, je vous propose de regarder un extrait de la chanson qu'il a fait connaître. Regardez, vous en souvenez certainement. L'océan dessine sur la toile de mon bateau. La passion résonne dans les tripes de mon piano. Tropique au compteur, change pas le moteur. Alors, est-ce que vous avez reconnu notre prochaine invité? Oui? Oui, j'imagine, Tropique. Quels souvenirs sont associés à ce tube? Beaucoup de choses. C'est une aventure extraordinaire que j'ai l'impression d'avoir vécu un rêve, que c'était d'une autre vie. C'était fabuleux. Je crois que j'ai tout pris. J'ai vécu vraiment ça à fond. À quel moment vous avez réalisé que cette chanson serait un tube? Je crois que c'est quand on était en studio et que le patron de ce studio-là est arrivé en disant on a le dernier prototype, je ne sais plus le nom, d'un synthétiseur qui était tout récent. Il m'a dit on va mettre une touche parce que tout au début de Tropique, il y a comme une espèce de grand orchestre qui fait, mais c'était un sampler donc. Et c'est à partir de là, il a dit je le sens bien ce morceau, mais c'est énorme ce que vous avez fait, c'est génial. J'ai dit on y va, effectivement. Voilà, et puis ça a été tout de suite un succès. En Belgique d'abord. D'accord, donc c'était votre premier succès? Oui. Comment vous avez vécu cette notoriété? C'est fabuleux. Puis je suis très fière de moi parce que en aucun moment je me suis prise la tête ou que du contraire. Parfois, je devais me battre avec l'extérieur parce que c'est eux qui se prenaient la tête pour moi. Et je dis arrête. Là où on allait, il faut le champagne, première classe. Je dis non, ça ne me ressemblait pas à ce côté. Comment vous l'expliquez que vous n'ayez pas pris la tête? C'est dû à quoi? J'ai une enfance déjà où on m'appelait la fille des sapins. C'est-à-dire que je vivais dans une villa où effectivement je suis née dans une famille aisée. Et je sentais déjà cette différence. Et je voulais me rapprocher du village et des gens du village. Alors j'ai peint avec eux des murs, d'endroits où on danse, dans les bals, etc. Donc je voulais vraiment me rapprocher d'eux. Donc j'avais déjà ce côté où j'avais envie de dire voilà, je suis comme vous, quoi. Donc voilà, et puis je pense que le fait d'avoir eu un succès a fait que de nouveau je me suis retrouvée dans une situation qui n'est pas habituelle. Donc à chaque fois je devais...
Voilà, rester simple et accessible. Et voilà. Comment votre entourage, vos parents ont vécu ce succès? Vous aviez 24 ans quand Oui, 23. la chanson est devenue un tube? 22, 23, c'était d'abord en 85 en Belgique et 86 en France. Donc, moi, mes parents étaient heureux. Puis quand j'ai emmené mon père au Japon, parce que j'ai fait des concerts au Japon, c'était extraordinaire ce que je pouvais offrir à mon père, parce que lui, au départ, il n'y croyait pas, parce que je peux comprendre. Donc, puis quand c'était les tournées au Québec, etc., c'était... Ah non, ils étaient très fiers. Et puis, vous vous êtes fait escroquer financièrement? Oui, ça a été l'horreur. Ça, c'est le côté... Le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est tout le milieu interne et les coulisses, c'est très lourd. C'est très lourd parce que j'étais fort jeune, donc on a énormément abusé de ma naïveté. Et ça a été très loin, ça a été très très loin à tel point qu'on faisait croire des choses à un public que comme quoi, bon, j'étais annoncée et qu'au dernier moment, je ne voulais plus. Alors il avait mes affiches, il a pris la 50% de l'avance parce qu'il demandait toujours, c'était mon agent. Donc après, j'ai reçu des lettres d'insultes. Pour qui vous prenez? Je ne comprenais pas. C'est par après que je me suis rendu compte que, enfin bon, il y en a une flopée. Il y a une flopée après, et ça c'est plombant, quoi. Ça c'est clair. Donc, à l'âge de 30 ans, vous avez jeté l'éponge. Et vous avez quelle profession aujourd'hui? Je fais du maraîchage biologique. Du maraîchage biologique. Oui. Vous vous intéressez aux légumes, aux fruits et aux légumes. Voilà. Et apparemment, vous y prenez du plaisir. Vous nous parlerez de cette nouvelle vie loin des strass et des paillettes un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on va saluer Nicolas. Bonjour. Le visage de dire quelque chose aux plus jeunes d'entre vous. Alors, rappelez-nous quel était le nom de votre groupe, Nicolas. Watford. Watford, de Popstar. Vous avez été découvert lors de cette émission de Télécrochet. Est-ce que vous rêviez, vous, de devenir chanteur? Alors, je rêvais pas de devenir chanteur, je rêvais de devenir acteur. Et, acteur. Ouais, je prenais des cours de chant dans le sud de la France, à Toulon, pour m'améliorer ma diction, ma voix, etc. Parce que le chant aide au théâtre. Et puis, Popstar était passé par là. J'avais vu la saison précédente avec les L5 et j'avais trouvé le concept intéressant parce qu'à l'époque, c'était novateur de montrer comment on formait un groupe, comment on enregistrait un album, tout ça. On ne le savait pas, c'était tout nouveau. C'était en 2002. Et je dis, tiens, je vais voir si vocalement mes cours ont servi à quelque chose. Et 2 mois après, j'étais dans le groupe. Et donc, vous avez remporté ce concours. Et comment les événements se sont-ils enchaînés après cette victoire? C'est-à-dire que moi, j'étais comédien dans le sud de la France. J'avais un boulot alimentaire, j'étais dans une banque pour survivre. Et dès que j'ai été pris dans le groupe, j'ai démissionné immédiatement. Et je me suis retrouvé à New York avec Nile Rodgers, avec Philippe Sess, avec des grandes pointures de la musique. Sympa. C'était, mais pour moi, un gamin en plus venant d'un milieu modeste, j'avais jamais pris l'avion de ma vie, c'était juste incroyable. Alors on va écouter quelques notes de votre premier single, Plus haut, qui est sorti en novembre 2002. Écoutons le refrain. Retenir. Il a la musique dans le sang. Et puis il y a un peu de rythme. Hop. Alors j'imagine qu'il y avait la chorégraphie qui allait avec. La totale. Une chorégraphie les de dingue. Les stylistes, toute une machinerie marketing énormissime. Vous avez pris la tête? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de ce titre? On en a vendu, de ce titre, on en a vendu plus de 600 000. On a vendu en tout 1 200 000 disques, un truc comme ça. On était tous les jours matraqués à la télévision, partout. Donc j'imagine qu'il y avait un fan club. C'était l'hystérie générale. On avait des gardes du corps. J'avais des gens qui dormaient en bas de mon hôtel puisque je n'étais pas de Paris. Moi, j'ai très mal vécu. J'ai toujours trouvé ça futile. Et comme j'étais comédien, pour moi, ce métier, c'est un jeu, c'est de la farce, on s'amuse, on rigole, et c'est pas un métier pour lequel on doit se prendre la tête. Et là, ça devenait un petit peu trop lourd. On me disait que j'étais le meilleur,
Je savais très bien que ça allait pas durer éternellement et que ça allait être très dur de rebondir derrière ce tube. Et j'en avais énormément conscience et ça m'a fait pas mal déprimer sur le coup. Je l'ai très mal vécu, la Vous notoriété. étiez complètement déstabilisé par les fans qui criaient votre nom, ça vous plaisait pas du tout en fait? C'est pas les fans qui me déstabilisaient, c'était ce star angoissant. system, ce qu'on me donnait, j'avais l'impression de ne pas le mériter. C'est pas les fans, je n'avais rien contre eux, bien au contraire, j'ai toujours été agréable et gentil avec eux. Vous trouviez que c'était disproportionné? Complètement, qu'on me dise je suis le meilleur, oui j'ai gagné un casting, j'ai été pris parmi 10 000, ça c'est génial, ok la performance elle était marrante à faire, mais je ne suis pas un chirurgien qui opère à cœur ouvert, quoi. Donc il faut arrêter, il faut tempérer, alors on est là pour s'amuser, et on fait que de la musique et de la comédie, c'est un jeu tout ça. Alors, contrairement à Cédric ou à Michael, vous n'étiez pas auteur, donc vous ne perceviez donc aucun droit d'auteur sur ce tube. Non. Est-ce que vous avez néanmoins gagné beaucoup d'argent? Est-ce que vous avez su gérer l'argent que vous a rapporté ce succès? Ouais, j'ai su le gérer, j'ai pas gagné, enfin si j'ai gagné beaucoup, parce que comme je vous dis, je viens d'un milieu modeste, donc j'ai gagné 100 000 € avec ce tube, enfin avec l'album. Et en fait, j'ai pas gaspillé parce qu'évidemment, bon, les impôts en prennent une grosse partie, mais ça m'a permis d'être libre. C'est-à-dire déjà, ça a été un ascenseur social et économique. J'avais pas d'argent, donc j'ai pu m'installer à Paris. Et ça m'a permis de faire des choix importants dans ma carrière, c'est-à-dire prendre mon temps, aller vers ce que j'aimais vraiment, prendre des cours et ne pas me forcer à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la suite de Popstar, on m'a proposé des tonnes de rôles en sachant que je voulais être comédien, mais dans des rôles, dans des trucs un peu, un peu compliqués et qui m'auraient encore mis une étiquette de plus. J'ai eu le temps de choisir les pièces que je voulais, dans lesquelles je voulais jouer. J'ai pu, j'avais pas le couteau sous la gorge. À 20 ans, comment vous avez pu raisonner comme ça? C'est l'éducation que vous avez reçue? C'est votre entourage familial? C'est une éducation que j'ai reçue, oui. C'est rare. C'est la chance de naître dans un milieu où on n'a rien, donc comme on n'a pas peur c'est un vide qui ne fait pas peur, donc moi j'avais pas peur de repartir encore une fois de zéro. Justement parce qu'on est dans un milieu où on n'a rien, ça peut monter, ça peut monter à la tête. Bien sûr. Au contraire, on peut se complaire dans la frivolité, dans l'ostentation. C'est malheureusement le cas de beaucoup de gamins. Aujourd'hui, c'est encore pire, c'est-à-dire que les gamins aujourd'hui, pour ce genre d'émission, ils veulent devenir célèbres. C'est le grand terme, c'est je veux faire de la télé, je veux faire... Moi, je ne voulais pas faire de la télé, je voulais être comédien. Je voulais faire de la scène, donc j'avais un but précis, je voulais pas tout ça, les lumières, etc. C'était pas ça mon but. Ça vient après, en principe. C'est pour ça que je l'ai mal vécu, parce que j'ai d'abord eu la lumière avant qu'on me dise c'est bien ce que tu fais. Bon, vous nous raconterez après comment vous avez évolué et vers quoi vous vous êtes tourné. Mais avant, on va revenir vers notre public. Si je vous dis, mesdames et messieurs, fruit de la passion, avec quel accent? Vous chantez? Avec l'accent. Avec l'accent. Vous chantez quoi? Vas-y, tranquille, c'est bon, bon. Quand même, d'entendre cette chanson. Certes, mais je constate que les filles sont très jolies dans le clip. Oui. Et moi, je suis affreux, quoi. Oh. Francky, vous n'êtes pas affreux du tout. Alors, moi, je me souviens très bien de ce disque qui est né en quelle année? 91 aux Antilles et 94 en France. J'ai eu du succès en France en 94. Alors, vous étiez donc à l'époque aux Antilles, vous étiez des musiciens, vous viviez de votre musique. Comment cette chanson a vu le jour? Ben, cette chanson a vu le jour, je faisais l'amour avec une demoiselle. Ce qui devait être rare comme activité pour vous. Nous étions en pleine action. Oui. C'était pas rare. Et là, elle vous crie « Vas-y, Francky, c'est bon ». Bravo, quel talent! Et donc, elle a dû le crier à plusieurs reprises. Elle a dit ça 4-5 fois comme ça. J'avais ma guitare à proximité. J'ai laissé tomber l'affaire. J'ai pris la guitare. Bon, il y a des musiciens qui sont là, ils savent comment ça fonctionne. Hein. On prend la guitare, on plaque les accords. J'ai plaqué 4 accords. Et vous n'avez pas plaqué la nana? Le refrain spontanément. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Et après, on a continué nos ébats.
Et après, quand elle est partie, j'ai repris la guitare pour faire les couplets. Voilà. Et alors Et alors, les couplets, c'est quoi déjà? J'aime tes groseilles et tout ça. C'était quoi ça, c'est Alice Aglis, la chanson Alice Aglis. Ah, elle est pas mal aussi, celle-là. Hein. On l'a, celle-là aussi, en régie? Ah, Alice pourtant, Aglis. elle est bien, celle-là. Là aussi, c'était pendant Alice Aglis, c'était... Oui. C'est- Sauf qu'elle se prénommait pas Alice. Ouais, mais ça rimait mieux, Elle m'a Alice. dit Aglis, Swanky, et hop, j'ai associé un prénom, pour la rime, j'ai mis Alice, voilà. C'était la même? Non, c'est une autre. Oh. Ainsi va la vie. Sacré Francky. Bon, donc finalement, vous avez puisé toute l'inspiration de ce disque. Pas toutes. J'ai 200 chansons, mais c'est vrai, sur les 200, il y a 150 qui sont au-dessous de la ceinture. Ah ouais, quand même. Et dont une cinquantaine, histoire vécue, on va dire, Ouais, d'accord. par l'animal. Et les autres, c'est des chansons intellectuelles Non, sentimentales. Attendez, j'ai pas un sexe à la place du cœur, il faut le savoir aussi. Faut le savoir. Bon, alors, est-ce que ce tube vous permet de vivre encore aujourd'hui? Ben oui, allègrement, parce que je suis auteur, compositeur, interprète, Ouais. producteur, éditeur. Oh là 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 là. Et ça, il y a plein d'artistes qui ne le savent pas. Ouais. Mais ça, j'ai commencé déjà aux Antilles, parce que j'ai fait 17 ans de carrière aux Antilles, où l'individualisme était récurrent. Et il fallait Ça veut dire quoi? il fallait absolument que l'artiste puisse avoir plusieurs cordes à son arc, ne pas se contenter seulement de chanter. Et surtout que j'avais affaire aussi à mes chers compatriotes antillais qui n'étaient pas très sérieux, très ponctuels, des choses comme ça. Donc j'ai pris à bras le corps de faire ce métier et d'être auteur, compositeur et tout le reste. Donc, qu'est-ce que vous faisiez aux Antilles avant? Vous faisiez des zouks qui duraient un quart d'heure à chaque fois, c'est ça? Des zouks qui Oui. duraient un quart d'heure. Ouais. Moi, je me souviens à l'époque des groupes qui s'appelaient Tabou Combo ou La Perfecta. Vous vous souvenez? Bonne culture. Ah bah oui. C'est surtout les groupes de l'île d'à côté, d'Haïti. Ouais. Et donc, je me souviens, on commençait à danser, ça durait un on quart d'heure. dansait collé serré pendant 15 minutes. Je vous dis pas les dégâts. Moi, je me souviens qu'au début, je savais pas danser le zouk. Ah. Donc, les mecs m'invitaient. Mais c'est la danse la plus érotique de la planète. Alors, ils m'invitaient, ils me laissaient tomber dès le début. Donc après, je me suis entraînée devant le miroir. Ouais. Et là, je suis devenue une pro, Francky. Ah, mais d'accord. Une pro du Et c'est une invitation. Allez, voilà, on essaie. Regarde. Sans entraînement. C'est un petit déhanché comme ça. Voilà. C'est hallucinant quand même cette danse. On fait l'amour en dansant quand même. C'est quand même ça. C'est la danse la plus érotique, certes, mais je peux danser. Bon, ma mère qui n'est plus là, qui est morte en 2008, quand je dansais avec ma mère à la maison, danser collé serré comme ça, sans qu'il y ait d'arrière-pensée et ceci, cela. Bon, c'est toujours le même programme. Si affinité, on rencontre quelqu'un, collé serré parce qu'il y a l'appel du corps, l'appel des sens et tout ce que vous voulez, mais tout ça, ça ne se fait pas par hasard. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on pense qu'on danse le zouk comme ça et c'est gratuit et on fait n'importe quoi. Il y a quand même... il faut qu'il y ait quand même une ambiance, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, est-ce que vous avez connu aussi le creux de la vague? Mais comme tout artiste faisant ce métier est censé avoir connu et vécu le creux de la vague, oui. Oui. Vous me disiez quand même que vous vivez encore très bien de ce tube. Ça vous rapporte encore combien par an? J'ai 1 milliard d'euros par an, quoi. Alors, comment nos invités ont tiré? Je vous laisse mettre de vos déclarations. Vous allez pouvoir saluer votre percepteur en même temps. Vous pouvez le saluer directement en regardant la caméra. Comment nos invités ont-ils vécu l'après-tube? Quelle place ce succès garde-t-il aujourd'hui dans leur vie? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie, juste après ces messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Que vous soyez célibataire ou en couple, à plus de 50 ans, vous avez toujours vécu chez votre mère. Vous n'envisagez pas la vie autrement. Vous êtes ce qu'on appelle un Tanguy. À plus de 30 ans, vous n'avez toujours pas quitté le cocon familial. Vous êtes en couple et avez fondé une famille, mais vous vivez toujours chez vos parents.
Cette cohabitation vous plaît ou à l'inverse vous pèse? Votre enfant vit toujours chez vous et vous aimeriez qu'il prenne enfin son envol. Après avoir quitté le domicile de vos parents, vous n'avez pas supporté la séparation et vous êtes retourné vivre chez eux. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Quand Jean-Luc Delarue avait reçu Enzo, il avait 6 ans et souffrait d'une maladie rare. Quand j'étais née, j'avais pas eu de tibia à la droite. Et qu'à la gauche, il y avait une partie du tibia, mais l'autre, elle n'y était pas. Aujourd'hui, Enzo a 12 ans et c'est un adolescent bien dans ses baskets. Il nous fera partager son nouveau défi tout à l'heure dans l'Histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes actuellement victime d'un corbeau. Vous recevez des lettres anonymes et vous vous sentez menacé. Vous avez reçu des courriers mystérieux et après avoir mené l'enquête, vous avez découvert qui en était l'auteur. Victime d'un maître chanteur, il vous a fallu l'aide des forces de l'ordre pour le démasquer. Dans votre village, plusieurs personnes reçoivent des courriers mystérieux de la part d'un corbeau. La situation est devenue invivable. À la suite d'une infidélité ou d'une déception, vous avez vous-même été l'auteur d'une ou de plusieurs lettres anonymes. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. On dit que les bonnes chansons ne meurent jamais. Eh bien, les artistes que je reçois aujourd'hui en savent quelque chose. C'est un autre monsieur tube qui va nous rejoindre maintenant. Ces chansons ont traversé plusieurs générations, notamment d'enfants. Mesdames et messieurs, Jean-Jacques Debout. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Sur marche. Merci. Pour moi, la vie va commencer. Jean-Jacques, c'est l'un des tubes phares de Johnny Hallyday que nous venons d'entendre. C'est vous qui en êtes l'auteur. L'auteur et le compositeur. Combien d'albums vendus? C'était la chanson de son premier long métrage qui s'appelait D'où viens-tu Johnny? Je crois qu'il a vendu à peu près 8 millions d'albums à l'époque. Mais c'était une époque, Michael le sait bien, enfin, Muriel aussi, c'était une époque où on vendait beaucoup plus de disques qu'aujourd'hui. Ouais. C'était l'époque bénite, disons, du début des années 60, ces fameuses années qui étaient décrites comme les années yéyé par certains journalistes. Mais c'est vrai que on ne peut pas comparer ça aujourd'hui. Alors, pour qui avez-vous écrit? J'ai écrit pour... Johnny a été très important. Je lui ai écrit à peu près 11 chansons. Et puis, en même temps, j'écrivais des chansons avec Barbara, que j'ai connue à mes tout débuts quand j'ai commencé à chanter. J'ai chanté à l'Écluse, dans le programme où elle se trouvait. Et on est devenus très, très, très amis. On a écrit à peu près 6 chansons, Barbara et moi. J'ai écrit C'est trop tard, Hop là, Le petit zinzin, L'ombre et la lumière. Et puis, je lui ai écrit aussi, on a écrit ensemble 2 chansons pour un numéro 1 pour Mariti et Gilbert Carpentier. Parce que pendant 10 ans, j'ai écrit beaucoup de duos pour les Carpentier, pour les émissions des Carpentier. Et c'est ce qui fait que j'ai écrit évidemment un certain nombre de chansons, parce que pendant 10 ans... Vous avez été l'auteur-compositeur le plus prolixe pendant des années. Non, il y en a eu d'autres. Comment vous trouviez l'inspiration? Qu'est-ce que vous en pensez, Michael? Jean-Jacques Debout, c'est quand même... C'est énormément de chansons. C'est quand même... Comment trouviez-vous l'inspiration? Parce qu'on se demande C'était des coups de foudre, en fait. Par exemple, j'avais beaucoup d'admiration quand j'étais gosse. J'allais au Théâtre de l'Étoile voir les récitals d'Yves Montand. Et mon rêve était un jour d'écrire une chanson pour Montand. Qu'est-ce que vous lui avez écrit? Et je lui ai écrit Madrid. Mais je ne pensais pas que quand j'avais 9 ans et que j'allais l'admirer au Théâtre de l'Étoile, je ne pensais pas qu'un jour il allait me demander une chanson. Ça fait pas. C'est pour ça que je vous dis, la chanson, tu le sais, ça tient du mystère, ça tient d'une rencontre,
Et ça tient d'un coup de foudre, surtout. Si le coup de foudre n'est pas au rendez-vous, à mon avis, la chanson n'a aucune chance de... Est-ce qu'il y a un artiste pour lequel vous auriez aimé écrire et pour lequel vous n'y êtes pas arrivé? Il y en a dû en avoir plein. Oui, bien sûr, mais il y en a plein. Mais il y en a un en particulier? Moi, je sais qu'actuellement, j'aimerais écrire une chanson pour Zaz, que je trouve absolument extraordinaire. Ouais. Et vous lui avez proposé? Non, mais j'y pense. Je pense à écrire une chanson et j'irai lui proposer quand la chanson sera écrite. Alors, vous parliez de coup de foudre. Vous en avez eu un pour Chantal Goya, puisque c'est votre femme. Et à chaque fois que vous avez écrit pour elle, ça a été un tube, pratiquement à chaque fois. Oui, mais il n'y a pas eu que des tubes. Il y a eu aussi des années qui n'ont pas été qui n'ont pas été fastes. Et puis, il y a eu des moments où je me suis découragé, où elle me dit « Allez, on recommence. Tu recommences un nouveau spectacle. » Il ne faut pas croire que... Je prends toujours Michael comme témoin. Mais il ne faut pas croire que ça marche à tous les coups. Hein. Moi, je ne fais pas ça comme un jeu, comme quelqu'un qui va au casino pour essayer de gagner. Moi, je fais ça parce que d'abord, c'est la seule chose qui me passionne, c'est l'histoire, c'est la chanson française. Tout comme, par exemple, j'aimais beaucoup Marlène Dietrich. Et je disais toujours à ma maman qui adorait Marlène, et je lui disais un jour, je sais que je vais écrire pour Marlène Dietrich. Elle me disait, non, pourquoi tu n'écrirais pas aussi pour Mistinguett, elle me disait. Alors, elle a vous avez écrit? Oui, et j'ai rencontré un jour, le hasard a fait que je me suis retrouvé dans un programme à l'Olympia pendant un mois, en première partie de Marlène Dietrich, et je lui ai dit, écoutez Marlène, j'ai tellement d'admiration pour vous, mon rêve serait de vous écrire une chanson. Et je pensais qu'elle allait m'envoyer balader, qu'elle allait me dire, j'attends pas après vous pour avoir des chansons. Et puis... parce que pendant la guerre, évidemment, j'entendais chanter Lily Marlène. Lily Marlène. Et puis j'aimais beaucoup sa façon, le son de sa voix me parlait beaucoup et j'aimais beaucoup cette femme. Et elle m'a dit alors, un jour, elle me dit à l'Olympia, dans le petit bar qui s'appelait Chez Mimi, elle me dit alors, quand est-ce que viendra cette chanson? Et je lui ai dit, écoutez, comme on n'est pas loin de Noël, ça va s'appeler Cette nuit-là. C'était l'histoire de l'enfant Jésus au moment où il vient de naître. D'accord. Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire parce que sinon on va parler que ça. Jean-Jacques Debout, on pourrait faire un deux boutons avec vous, 30 heures d'anecdotes autour de l'histoire des chansons, parce que vous avez des anecdotes hallucinantes sur tout le monde, tellement vous avez écrit pour les uns et les autres. Chantal Goya, comment vous est venue l'idée de faire des spectacles pour enfants? J'ai connu Chantal dans un anniversaire et puis... j'ai perdu de vue. Elle est partie, elle, en Angleterre pour travailler pour un journal. Et puis, j'étais très ami de Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve. Et Françoise m'avait invité pour voir à la première de son film, L'homme de Rio, avec Jean-Paul Belmondo, qui était aussi un copain. Ouais. Et quand je suis sorti des Champs-Élysées de la première du film de L'homme de Rio, tout d'un coup, je tombe sur Chantal, que je n'avais pas revue depuis 2 ans. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit, je suis revenue parce que ma grand-mère est en train de mourir et je viens de la rue Anatole de la Forge et elle passait à pied sur les Champs-Élysées. Je lui ai dit, alors maintenant que je te tiens, je ne vais plus te quitter. Je lui ai tenu le bras comme ça. Je lui ai dit, je t'invite à dîner ce soir. Et là, au dîner, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas chanter? Car à l'époque, je venais de rencontrer Daniel Philippaki, qui lui venait d'être nommé directeur des disques RCA, qui était une maison américaine, puisqu'il y avait dedans Elvis Presley, il y avait toutes ces vedettes-là. Et Daniel m'avait dit, si tu connais des jeunes qui chantent, et si tu leur trouves un peu de talent, simplement, présente-les-moi, ça m'intéresse, parce que je vais... Et elle avait du talent, Chantal, vous n'en saviez rien. Mais je ne savais pas. Elle vous plaisait. Elle me plaisait, puis je me disais, elle doit chanter comme une jeune fille peut chanter à l'école. Mais c'était quoi la première chanson que vous lui avez écrite? Et la première chanson, c'est « Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. » Ah, c'est vous qui avez composé ça? Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Et la chanson... que je lui ai écrite. Je lui avais écrit aussi « C'est bien Bernard, le plus vénard de la bande. » Ils la connaissent. Et alors celle-là, un matin, on va l'écouter peut-être? Ce matin, à la base, tu es un chasseur. C'était un lapin qui s'était un lapin. Combien? 40 millions de disques vendus? Ah, oui, un petit peu plus. C'est dingue. Elle a vendu à peu près 42 millions d'albums. C'est hallucinant. Oui.
Elle a été pendant une dizaine d'années la plus grosse vente des spectacles. Enfin, mais c'est pas un critère, hein. Ça veut rien dire. Des fois, on vend qu'un seul disque et puis c'est dommage parce que la chanson est un chef-d'œuvre, tu le sais. Des fois, on ne sait pas pourquoi la chanson tombe dans l'oreille du public et tout d'un coup, tout le monde chante ça. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chanson du disque. Moi, je pense pas que... Je pourrais vous raconter une histoire, mais elle est un petit peu longue. Oh non, c'est pas votre genre. C'est l'histoire. 30 heures d'antenne avec les anecdotes de Jean-Jacques C'est Debout. l'histoire de Tico Tico par-ci. Parce que vous savez, j'ai commencé Tico comme... Tico par-ci, Oui. Tico Tico par-là. J'ai commencé comme coursier Ouais. aux éditions Raoul Breton. Et un jour, M. Breton, donc le grand éditeur Raoul Breton, qui a découvert Charles Trenet, qui a découvert Mireille, Mireille du Petit Conservatoire, qui a fait aussi Gilbert Bécaud, enfin qui a lancé Bécaud, qui a lancé Aznavour, qui a lancé tout. Ouais, alors vous n'allez pas nous faire tout le catalogue. Et un jour, je lui pose la question, je lui dis, mais Monsieur Breton, comment vous faites pour déceler quelqu'un qui vient d'écrire un succès ou une chanson qui va devenir un succès? Il me dit, c'est drôle ce que vous me dites, parce que quand je suis allé aux États-Unis, à la fin de la guerre, il m'explique qu'il a vu un pianiste sur le bateau qui s'appelait le Liberté. Et ce pianiste était en train de jouer comme ça, avec un chat à côté de lui. Et le pianiste ne regardait personne, il ne regardait que son chat. Il avait mis une ficelle avec un bouchon. Et pendant qu'il jouait, le chat s'amusait à vouloir attraper le bouchon au bout de la ficelle. Et M. Breton, qui était éditeur de métier, il est tombé amoureux de ce pianiste et de cette histoire de l'air qu'il était en train de jouer. Et à la fin, il lui a dit, écoutez, je suis éditeur de musique, je suis prêt à vous donner ce que vous voulez, je voudrais éditer votre chanson, ce que vous jouez. Et l'autre, c'était un Américain qui s'appelait Alston. Et cet Américain lui a dit, mais cette chanson n'est pas à vendre, je l'ai faite pour amuser mon chat. Et l'air faisait tadidadidatan, tadidadidatan, Et alors, cette chanson, finalement, il lui a cédé les droits pour l'éditer. Raoul Breton est revenu donc à Paris. Il a édité tout de suite cette chanson. Il lui a demandé, il lui a dit, est-ce qu'il y a un titre? Il lui a dit, non, non, je fais l'anidadi dada. Oh, on pourrait l'appeler Tico Tico par-ci, Tico Tico par-là. Et c'est devenu un succès mondial. C'est vrai ou pas? C'est la seule chanson, Sophie. Mais c'est quoi la moralité de l'histoire? Non, c'est la seule chanson à succès qu'a écrit cet Alston, ce pianiste. N'a pu écrire qu'un seul succès dans sa vie alors qu'il a amené 40 Jean-Jacques, chansons. mettez-vous debout parce que franchement, vous regardez le public. Voilà, voilà, Jean-Jacques debout. Alors c'est la seule chanson quoi. Merci beaucoup. C'est la seule Sophie, chanson. c'est la seule chanson. Alors que ce Alston, pianiste et compositeur de métier, a amené plus de 40 chansons, plus de 40 titres à l'éditeur Raoul Breton. Et c'est la seule. Et Raoul Breton a tout édité, c'est-à-dire il a essayé de... Non, vous ne passez pas en revue. Non. Mais il m'a dit... Alors, c'est la seule chanson, quoi. C'est la seule chanson qui a marché auprès du public, c'est Tico Tico. Au milieu de 40 chansons qui n'ont pas marché. Moralité, vous avez toujours un chat à côté de vous et à chaque fois que vous composez, vous regardez si le chat s'amuse ou pas, c'est ça? Et ce chat s'appelle Chantal Goya. Magnifique. Allez, asseyez-vous. Je peux me permettre, Sophie? Jean-Jacques Debout, il est magnifique. Puis-je me permettre? Oui. Je profite d'être en face de vous, Jean-Jacques Debout, parce que je fais partie de cette génération qui a grandi sous Chantal Goya. Et ça a été souvent décrié à l'époque, comme quoi on abrutissait les enfants et tout. Mais vous vous rendez compte ce que Jean-Jacques Debout nous a mis dans les oreilles quand on était petit? L'orchestre symphonique, l'opéra, des airs incroyables et qui nous bercent. Et je tenais à vous remercier pour tous les jeunes que vous avez fait rêver. Il a écrit, il a fait des tubes, etc. Mais là, vous reprenez les chansons des autres. Alors, c'est les airs des guinguettes. Parce que j'aime les autres.
Et puis ce sont les chansons que j'écoutais sur le petit poste de radio Ouais. de ma maman. Alors la Java bleue. Pendant la guerre, Le plus beau tango du monde. quand le général de Gaulle nous faisait ses appels depuis Londres. Car tout de suite après lui, on entendait Maurice Chevalier qui chantait la chanson du maçon, Ouais. ou Fréhel qui chantait la Java bleue. Ouais. Et pour faire plaisir à ma maman qui m'a quitté il y a maintenant 2 ans, à l'âge de 104 ans. Ah bon? Oui. Bah, dites donc. Eh bien, pour lui faire plaisir, j'ai repris les chansons qu'elle aimait, évidemment chantées par les autres. Car à l'âge de 4 ans, vous vous doutez bien que j'écrivais pas encore de chansons. Bon, et mais alors j'ai voulu enregistrer les chansons que ma maman me chante. Et ça marche bien? Oui, ça marcherait bien. Je suis au 2e disque d'or. Bah, génial. Vous méritez. Grand. Grand monsieur de la chanson, et c'est vrai, voilà, qui mérite, il mérite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Cédric? Moi, c'est le premier 45 tours que m'ont acheté mes parents. Parce qu'à Ouais. l'époque, c'était des 45 tours. Ouais. C'est le Chantal Goya, le lapin. Alors, le groupe Mano s'est séparé en 2007. Financièrement, vous en étiez où à cette époque? Bah, ça allait. Ça tombait toujours un peu. Enfin, les droits d'auteur, les ventes de disques. Ouais. Et, mais c'est moi qui ai décidé de partir. Parce que, bon, voilà, j'avais fait un peu le tour avec Martial, de Mano. Et lui, il voulait continuer. Donc, je dis, bah, continue. Puis moi, je vais faire autre chose, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, justement? Alors, j'ai essayé de continuer un peu dans la musique. J'avais quelques idées de projets. Donc, je les proposé aux maisons de disques, mais ils n'en voulaient pas. Puis les maisons de disques avaient changé à cette époque-là. C'était plus les mêmes gens. Voilà, c'était un peu ringard, en fait. Ça commençait. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, bah, moi, j'ai une partie de ma famille qui est dans le poisson. Ouais. Qui sont marins-pêcheurs, tout ça. Et puis un soir, pendant un dîner de famille, mon père me dit, bah, t'as un peu de sous de côté et tout ça. Ça t'intéresserait pas de montrer des commerces avec moi ou toi tout seul? Bah, je dis, moi, je sais même pas faire la différence entre un poisson rouge et une truite. Alors, Et puis je dis, bah, j'aime bien les aventures. Bah, je lui dis, bingo, allons-y. Donc, vous avez monté des poissonneries. Et je me retrouve à la tête de 2 poissonneries 6 mois après. À quel endroit? C'était en banlieue nord de Paris, voilà, dans le Val d'Oise et en Seine-Saint-Denis. Et donc, bah, je passe de Mano, de la musique en fait, à des mix, comment on va enregistrer la basse, comment on va faire les prises de voix, à 5 h du matin à Dieppe et à Rungis, à combien il est ton macro et il est bon ton Vous auriez cabillaud. pu faire ça, Jean-Jacques, vous? Ben, s'il avait fallu, oui. Bien sûr. Ouais. Oui, oui. Et puis, il y a 5 ans, le destin vous a encore mené sur un tout autre chemin. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah alors donc, bah, les poissonneries ne marchent pas. Donc je mets la clé sous la porte en fait, parce que voilà, j'étais pas fait pour ça. Ouais. Et voilà, bon, j'accuse quand même mal le coup, c'est-à-dire que je mets la clé sous la porte, je me retrouve en liquidation judiciaire, puis tout ce qui s'ensuit, les huissiers, voilà, donc bon. Donc j'accuse mal le coup et là je me mets à sortir beaucoup. Et puis un jour, je vais voir une amie à Porte de la Villette. Et puis je passe devant les cours Florent. Et puis je me dis, mais c'est pas le truc de théâtre, tout ça. Puis c'était un moment dans ma vie où je faisais pas grand-chose. Puis je suis rentré dedans, j'ai dit, vous prenez les vieux. Il y avait des jeunes en fait de 20 ans, 25 ans dedans. J'avais 35 ans. On me dit, mais oui, pas de problème. Donc j'ai fait un stage et je suis rentré au cours Florent. Et aujourd'hui? Bah, j'ai fait 4 ans là-bas et aujourd'hui, maintenant... Vous êtes comédien? Bah, on essaye, mais oui, puisque je joue. Et vous arrivez à en vivre? Difficilement. Difficilement, c'est un milieu très difficile. Et vous prenez du plaisir? Ah, ça, c'est le plus Vous grand êtes sur plaisir. scène en ce moment? On fait, oui, bientôt, au mois de juin. Donc, dans la pièce Push-Up de Roland Schmielfelfing, j'arrive du mal à dire. Roland, comment il s'appelle? Oh là là. Schmielfelfing, voilà, qui est un auteur contemporain allemand, qui est le plus joué d'ailleurs. Mise en scène par Julien Kozelek au Théâtre de l'Étoile du Nord du 28 janvier au 22 février. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, on s'en fera l'écho en tout cas. Bravo pour ce parcours étonnant. Ouais. On vous souhaite de réussir dans cette voie-là. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la tribu de Dana?
Eh bien, Mano existe toujours, continue, puisque mon ami Martial continue. Il vient de sortir un nouvel album de Mano, là, qui s'appelle Fantasy. Et puis, une nouvelle tournée en mars 2014. Donc, voilà, c'est mon meilleur ami. On se voit toutes les semaines, quoi. Aucun regret? Ah, mais vraiment pas. C'est une superbe aventure. Muriel, elle a choisi d'aller vivre dans son potager. Oui. Après cette expérience sous les projecteurs et au milieu des paillettes, aujourd'hui, vous vivez au milieu de vos légumes et de vos fruits biologiques. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et vous êtes heureuse? C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur parce que je voulais renouer avec la nature. Donc, en fait, on a, avec mes frères, reçu un magnifique héritage qui est une forêt et des prairies. De renouer, de retoucher la terre, semer, voir grandir ce qu'on plante, c'est un bonheur terrible. Mon père faisait ça avant. Vous vivez au rythme de la nature? Je vis au rythme de la nature, pas vraiment, parce que je devrais me lever tôt alors que je suis l'inverse. Je ne travaille pas en hiver parce que je me dis, bon, j'ai passé l'âge aussi de... Parce que c'est un métier quand même très, très difficile. C'est très physique et puis on dépend de la météo. Donc cette année, c'est une catastrophe avec les limaces. Et c'est où votre Alors c'est en Belgique? En Belgique, vers Sarre-Bernard, Namur Sud. Et voilà, c'est devenu une passion. J'ai adoré ça. Ça fait 4-5 ans que je fais ça. Et donc, évidemment, pas question d'utiliser de pesticides ou quoi que ce soit. Je n'utilise rien. C'est une tomate, ça? C'est une tomate, oui. Mais oui, oui. Elle faisait 650 grammes, là. Donc, magnifique. Mais c'est le bonheur parce qu'il y a plus de 7500 variétés de tomates. Donc, plus elles sont originales, plus... Alors, je m'amuse à faire des petits paniers de différentes couleurs, de différentes formes. Alors, Muriel, depuis quelques années, les chanteurs des années 80 sont à nouveau en tournée et font un carton. Pourquoi on ne vous a jamais revu sur scène? On vous l'a proposé, j'imagine? Oui, oui, évidemment, on me l'a proposé, mais je veux dire que c'est tellement... Ah oui, mais j'adore cette photo, c'est beau. On me l'a proposé, mais c'était pas possible pour moi. Je pouvais pas laisser tomber mes légumes. Je pouvais pas. Ouais, ça vous paraît futile, quoi? Oui, enfin, futile, non, parce que je trouve que c'est une expérience extraordinaire, et pour ceux qui font la tournée. Mais je veux dire, bon, moi, j'ai fait un choix, j'ai choisi entre les deux, quoi. Voilà. Nicolas, vous nous disiez que vous aviez mal vécu la frénésie autour de votre célébrité quand vous aviez 20 ans, et puis tous ces fans autour de ce groupe. Comment s'est passé le retour à la réalité? Vous sembliez très mûr pour votre âge, vous avez mis de l'argent de côté pour vous permettre de choisir votre avenir. Et vous avez pu choisir? J'ai pu choisir comme quoi il faut toujours garder la foi et persévérer sans arrêt. J'ai eu une pièce entre les mains magnifique de Terrence McNally, mise en scène par Olivier Massé et Jean-Pierre Dravel. On devait la jouer dans un petit théâtre, elle s'appelait Love, Valor and Compassion. Et dans un tout petit théâtre, et puis en fait, le petit théâtre, à Paris, mais le petit théâtre n'a pas voulu. Et puis on est allé au culot voir Jean-Claude Camus, qui avait avec Michel Sardou, le théâtre de la Porte Saint-Martin. On a fait une lecture, et Jean-Claude Camus a adoré la pièce. Et je me suis retrouvé projeté, propulsé dans Love, Valor, Compassion, cul nu, parce que j'avais un rôle nu. Mais en fait, ce qui m'avait plu dans le script, c'est que déjà, c'était une très belle pièce. Je me suis dit, la nudité, je pense que ça va buzzer, enfin, on va parler de cette pièce à cause de ça. Et on va m'arracher un petit peu l'étiquette de chanteur, ce qui était un peu trop collante à mon goût. Ce qui était le cas? Ça a été le cas, c'est-à-dire que j'ai fait... alors ça, c'est ce que je tourne en ce moment, mais Love, Valor, Compassion, on a eu 2 nominations aux Molières, on a fait un succès incroyable, j'ai fait beaucoup plus de télé avec cette pièce qu'avec Popstar et le groupe des Watford. Donc, Paris gagné, depuis Love, Valor, Compassion, j'ai enchaîné une dizaine de pièces, dont la dernière, ma belle-mère et moi, qu'on tourne en tournée, avec Franck Leboeuf, à qui on dit « Vas-y, Francky, c'est bon ». Franck Leboeuf, le footballeur? Ouais, un autre destin. Moi, la musique a été une erreur de parcours qui a été bénéfique pour moi. Et lui, c'était le football, son erreur de parcours. Plutôt belle erreur, parce qu'il est champion du monde. Et il voulait être comédien à la base, comme moi. Et il l'a fait un peu plus tard, parce qu'il a eu un parcours dans le football magnifique. Et on s'éclate ensemble avec Christine Emler-Katiatchenko. C'est une comédie génialissime. Eh bien, bravo. Merci. Francky. Francky, l'année prochaine, vous allez fêter vos 40 ans de carrière. Oui, je fête mes 40 ans de carrière l'année prochaine. J'ai débuté en 74 à 18 ans. Qu'est-ce que Donc, vous quel allez âge faire? ai-je? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette occasion?
Ben, je vais fêter ça. Là, je sollicite un tourneur par rapport à ça. Et je prépare aussi mon livre autobiographique. Ouh là là, où vous racontez toutes vos créations et vos moments de création, ça va être chaud. Mes aventures et mes aventures, bien évidemment. Ouais. Et le titre, ce sera Ma fesse cachée. Oh, magnifique. Vous pourrez prendre les fesses de Nicolas, parce que manifestement, ils lui ont porté chance. Comment voyez-vous votre avenir? Ah, bon, vous savez, des chansons encore. J'ai beaucoup de... Dans les placards, il y a beaucoup de chansons qui attendent preneur. Ouais. Et je prépare aussi un album de reprises. J'ai revisité quelques gros tubes français comme C'est bon pour le moral, Rosalie, Couleur café. Des trucs un plein de peu chansons ensoleillés, comme ça. quoi. Si tu vas à Rio de Dario Moreno, j'ai revu tout ça. Je suis en studio en ce moment. D'accord. Voilà. Bravo. Merci à tous de vous être livrés, sans tabou, ni langue de bois. Juste après l'histoire continue, nous écouterons Monsieur Michael Jones qui va nous interpréter une chanson tout à l'heure devant notre public. Merci Jean-Jacques, vous reviendrez parce qu'à vous tout seul, vous pouvez faire une semaine d'émission. On va trouver des thèmes et je vais militer pour cette idée. Place maintenant à notre rendez-vous quotidien, l'histoire continue. Ce rendez-vous privilégié où celles et ceux que l'on a appris à connaître reviennent nous donner de leurs nouvelles, comme de vieux amis que l'on ne peut pas perdre de vue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Didier, qui sera rejoint dans quelques instants par Enzo, son fils, qui a bien grandi, bien sûr, depuis la première fois qu'il est venu dans notre émission. En attendant, je vous propose tout de suite de retrouver Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Jean-Luc Delarue avait reçu votre épouse le 13 avril 2007 dans une émission intitulée « Comment grandissent les enfants atteints d'une maladie rare ?» Elle devait vous accompagner aujourd'hui, mais malheureusement, elle est souffrante. Comment votre petite famille s'est-elle retrouvée sur notre plateau? Enzo est atteint d'une agénésie tibiale bilatérale, c'est-à-dire il a une absence de tibia sur la jambe droite. C'est une maladie génétique? C'est une maladie génétique, oui. C'est une maladie rare. Comme Enzo, c'est une naissance sur 10 millions. Donc c'est quelque chose que l'on rencontre très très peu, sur lequel il y a très peu d'informations. Et c'est une raison pour laquelle on a décidé de parler dessus, et aussi pour nous aider, nous, par rapport à Enzo. À partir de quand le diagnostic a été posé? Parce que j'imagine qu'on ne devait pas bien connaître. À la naissance, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème physique au niveau des jambes d'Enzo, parce qu'il s'est retrouvé, lorsqu'il est né, il avait les pieds complètement retournés vers l'intérieur. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, on nous a annoncé une absence de tibia. Alors, comment vous avez vécu les premiers mois? Beaucoup de questions, savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. On ne trouvait aucune information, les médecins ne nous donnaient aucune information sur la suite. Vous proposez des solutions? Des solutions dans un premier temps, non, on n'a pas eu de solution, pas de... On avançait, je dirais, petit à petit, avec les médecins et nous, avec des recherches sur Internet, parce que on avait très très peu d'informations. On est même allé jusqu'à vous proposer une amputation. Lorsqu'Enzo a eu 2 ans, on nous a proposé l'amputation sur les 2 jambes, chose qui pour nous n'était pas vraiment une solution. Donc en parallèle à ce qu'on nous proposait en France, on avait découvert un professeur aux États-Unis et qui lui nous proposait une reconstruction. Alors justement, incapable d'accepter l'avis des médecins français, vous avez décidé de vous battre, coûte que coûte. Vous aviez alors créé votre propre association, les Étoiles du Bonheur, visant à récolter des fonds, justement dans l'espoir de rencontrer aux États-Unis ce chirurgien dont vous nous parlez, le seul capable de rendre à Enzo une motricité. Alors avez-vous atteint votre objectif? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. Quand j'étais née, j'avais pas eu de tibia à la droite. Et qu'à la gauche, il y avait une partie du tibia, mais l'autre, elle n'y était pas.
Du haut de ses 6 ans, Enzo était venu nous expliquer sa maladie avec ses mots d'enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont tu souffres exactement? Bah, je sais pas trop parce qu'on m'a pas expliqué ça en fait. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as aux jambes en fait? Genre, j'ai jambes tendues, mais c'est un petit peu dur. Ça fait mal? Pas trop. Non. Non. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? C'est quand le kiné il me plie la jambe. Et tu peux courir? Pas trop. Tu fais des progrès? Bah, des fois, oui. Enfin, quand j'en ai envie, quoi. Quand t'en as envie? Si pour le petit garçon, réussir à marcher malgré son agénésie tibiale était chose possible, c'était grâce à une opération réalisée à l'étranger. Enzo, donc, il est suivi aux États-Unis, où il a été opéré des 2 jambes. C'est extrêmement rare, hein? Oui, enfin, nous, on nous a dit que c'était 1 sur 1 million. C'est très original, en tout cas, Enzo. Ouais. C'est important dans la vie. Mais pour Sandra, sa mère, pas question d'enfermer Enzo dans les contraintes de sa maladie. Tu es dans une école classique aujourd'hui, avec tous les autres enfants? Oui. C'est un choix à long terme pour vous? Oui, pour l'instant, tant qu'il peut aller à l'école normale, il va y aller. On ne sait pas trop comment ça évoluera. Se sont écoulés depuis l'émission. Enzo est aujourd'hui un adolescent de 12 ans. Pour sa santé, il a dû multiplier les séjours aux États-Unis. J'ai subi à peu près une dizaine d'opérations. Elle m'aide à plier et tendre les jambes comme il faut. Et elle m'aide aussi à marcher. Ce qui me motive en fait, que je puisse faire les choses normalement comme tout le monde. Aujourd'hui, Enzo marche avec un déambulateur. Malgré cette différence, le jeune garçon a su s'affirmer au point d'en faire oublier son handicap. Au collège, j'ai réussi à me faire accepter. Et ils m'aident un peu tous. Non, je me sens tout à fait normale. Un peu comme les autres. J'ai 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, 2 yeux. Déterminé, Enzo ne s'impose aucune limite. Il s'est même donné les moyens de pratiquer un sport de haut niveau. J'ai décidé de faire de la natation car j'ai pas besoin d'utiliser mes jambes, donc je me sens beaucoup mieux. C'était surtout une façon de me surpasser. Aujourd'hui, je suis assez fière de mes performances en natation et je me dis que plus le temps avancera, mieux je ferai. Sandra, la mère d'Enzo, et Didier, son père, ont toujours privilégié le bien-être de leur fils, bien que les nombreux séjours aux États-Unis se soient faits au prix de concessions familiales. Moi, il fallait que je reste ici pour travailler. C'est une situation qui n'est pas toujours simple. Après, l'éloignement était dur pour moi, mais je pense qu'il était encore plus dur pour eux, parce qu'il y avait les opérations, les interventions, et la kiné, et tout ce qui va avec. Je ne me suis pas posé de questions. Le plus important, c'était la santé d'Enzo, et je suis allée. Jour après jour, c'est avec fierté que Sandra et Didier accompagnent leur fils vers sa vie d'adulte. Oui, il a une malformation, oui, il a un handicap, mais oui, il arrive à faire du sport et il arrive à gagner. Enzo se fixe des objectifs pour pas qu'il y ait de différence. Dernièrement, il voulait faire du triathlon. C'est une grande fierté de le voir, ouais. De le voir marcher, de le voir nager, de le voir être heureux. Et aujourd'hui, moi, je suis assez serein pour son avenir parce que il arrivera à obtenir ce qu'il voudra. Aujourd'hui, c'est un nouveau challenge qui attend Enzo. Les épreuves de sélection pour le championnat de France de natation handisport. Je regarde des vidéos des champions que j'admire. Ça me fait rêver parce que eux, ils ont eu plusieurs titres, ils ont eu beaucoup de titres, ils sont allés aux Jeux Olympiques, ils sont allés aux Championnats du Monde. Les Jeux Olympiques, c'est un objectif en fait, c'est la meilleure compétition et j'aimerais bien aller jusqu'à ce niveau-là. Ouais, elles sont chaudes les assiettes. Tu viens, Enzo? À quelques heures de la compétition, il est temps pour Enzo et son père de tout préparer. Serviette. Ok. Maillot de bain. Ok. Bon, c'est bon, on a tout pris ce coup-là. Ouais. Hein? Vaut mieux vérifier? Ah, oui. Pas oublier le maillot? Direction le centre nautique de Villeurbanne. 2 épreuves de sélection attendent Enzo pour pouvoir participer au championnat de France de natation handisport en mars prochain.
et il est bien décidé à se surpasser. Pour sa première nage, Enzo peut compter sur l'aide de son père, car sa maladie ne lui permet pas de plonger seul. Également présent au bord du bassin, Claude, son entraîneur. C'est combien le quelque chose? Ouais, c'est bien. C'est super bien passé sur cette première nage. Je me suis sentie super bien jusqu'au premier 300 mètres. Après, sur le dernier 100 mètres, c'était un peu plus dur. 6,14, c'est mon meilleur temps et j'en suis super fière. Pour l'encourager, Enzo peut aussi compter sur un autre nageur aux multiples médailles, David Smetanine, qui est lui aussi venu pour ses épreuves de sélection. En 2012, David nous avait fait partager ses exploits sur notre plateau. Cette année-là, il offrait à la France 2 médailles d'argent et 1 de bronze aux Jeux paralympiques de Londres. Un modèle pour Enzo, qui a eu le plaisir de le rencontrer plusieurs fois. Bon, j'ai vu ta course, c'est une bonne chose. Ça passe de 6,30 à 6,14. Ouais. C'est bon ça. Après, il y a une grosse part de progression, ça c'est cool. Tu nages quoi après? Là, je le sens libre. Donc là, il faut faire un gros effort technique maintenant sur le sang. C'est vraiment aligné, puis après ça va passer. Pour moi, c'est très important d'avoir des gens qui me donnent des conseils parce que ça me permet de m'améliorer encore plus, en fait. C'est parti pour le 100 mètres nage libre. C'est toujours valorisant de voir son fils se dépasser, faire plus que ce qu'il espérait et se donner à fond, quoi. Après tous ces efforts, le résultat est là. Enzo est sélectionné pour les championnats de France. Enzo, super. Royal. Allez, super garçon. Félicitations pour ta qualification. Et voilà, là, il y a une ovation terrible. Public chaleureux aujourd'hui. Merci, monsieur, dame. Ouais, il salue ta performance. À quel âge as-tu commencé la natation? En fait, j'ai commencé la natation quand j'avais 7 ans. Ouais. Parce que j'aimais bien l'eau. Puis j'imagine que tu te sens porté dans l'eau aussi. Oui, je me sens plus léger. Enfin, j'ai pas besoin d'utiliser mes jambes, donc c'est beaucoup mieux. Donc tout est concentré sur les bras. Et tu fais quoi, de la musculation pour progresser? À mon âge, en fait, j'ai pas trop le droit à la musculation. Je fais de la préparation physique générale chez moi. Et je fais des pompes, des abdominaux, des choses comme ça. Alors, on t'a vu à l'époque sur les images dans ton échange avec Jean-Luc Delarue. Tu avais quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, en fait, j'avais 6 ans. 6 ans. Didier, quel a été l'impact de toute une histoire dans votre vie et dans celle d'Enzo? Dans celle d'Enzo, ça a permis de pouvoir récolter des dons, pouvoir continuer à l'emmener aux États-Unis. Les téléspectateurs ont été généreux après l'émission? Oui, parce que avant l'émission, on avait fait une opération dont on parlait sur l'émission, et après il y en a 3 autres qui ont suivi. Ouais. Et c'est vrai que c'est grâce à tous ces dons que ça nous a permis aujourd'hui d'en arriver là, quoi. Est-ce que votre premier voyage aux États-Unis remonte à quand? Le premier voyage a été une visite avec le professeur américain en 2002 pour préparer l'opération qui avait eu lieu en septembre 2003. Quelles nouvelles perspectives les médecins américains vous ont-ils données? Au mois d'août, on a rencontré le professeur américain qui lui, n'envisage pas d'autres opérations jusqu'à la fin de la croissance. Par contre, une très grosse opération en fin de croissance pour pouvoir lui donner enfin la mobilité qu'il souhaite au niveau des genoux,
et pouvoir continuer d'avancer et quitter enfin ses béquilles et son Et déambulateur. à ce moment-là, on lui mettra des prothèses de genoux? Une prothèse au genou gauche, où ils auront réussi à bien stabiliser le bas et le haut. Donc il y aura une prothèse de genou. Et le genou droit qu'ils ont réussi à complètement reconstruire et qui est aujourd'hui complètement stable, ils vont continuer à améliorer la mobilité. Quel souvenir gardes-tu des opérations aux États-Unis? Je garde plutôt un bon souvenir. C'était, je me rappelle pas trop de la première opération parce que j'étais vraiment tout petit. Mais je me souviens de celle d'après. J'aimais bien tout, en fait. Ça t'a permis d'apprendre l'anglais couramment? Oui, américain? J'ai appris l'anglais, oui, couramment. Parce qu'il paraît quand même que tu as fait plus de 20 allers-retours. En fait, oui. Ouais, sur 10 ans, il a vécu à peu près entre 4 et 5 ans là-bas. Puis, la première année, quand je suis rentrée, en fait, je parlais à moitié français, à moitié anglais. Je mélangeais un peu les deux langues. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir? Donc, on a compris que tu aimerais bien participer aux Jeux Olympiques. Ouais, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques, mais j'aimerais bien aussi travailler dans le milieu de la radio. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Plutôt de l'animation, en fait, dans la radio. T'as un modèle? Koé, Manu et Guillaume sur Énergie. D'accord. Donc, de l'humour. Oui, voilà, Des blagues. beaucoup d'humour, ouais, des blagues, des choses comme ça. Merci d'être revenu nous voir. J'imagine Merci. que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour remercier les donateurs, ceux qui vous ont permis C'est d'avancer et d'en être là aujourd'hui. Ouais, pour les remercier et puis montrer que nous, on continue d'avancer et que on va atteindre, j'espère, à la finalité ce qu'on s'était fixé comme but au départ. C'est-à-dire cette grosse opération dont vous parliez. C'est-à-dire cette grosse opération qui à va la fin de permettre la enfin à Enzo de pouvoir avoir une mobilité entre guillemets normale. Et pour ça, vous avez besoin à nouveau de fonds? Pour ça, oui, on va les financer encore par l'association parce que aujourd'hui, sur 5 grosses opérations, la sécurité sociale nous a aidés sur 2. Donc les donateurs nous ont aidés sur 3. et à l'avenir, on ne sait pas ce que ça sera pour la dernière opération. Bon, on mettra les coordonnées de votre association sur notre site. Je vais vous demander maintenant de bien vouloir signer le grand livre de l'histoire continue. Merci d'être revenu nous voir. Merci à vous tous pour votre confiance. Merci de votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. On va se quitter en demandant à Michael Jones de prendre la guitare, voilà, qu'on lui a donnée, et peut-être de nous interpréter l'un de ses titres qui figure sur son dernier album. Merci à tous. Bon après-midi. Je me dirige de ce pas sur l'autre plateau pour vous montrer cet album qui vient de sortir, Michael Jones. Voilà, ça s'appelle, Michael 40-60. 40-60, avec des chansons inédites. Oui, sauf une. Sauf une. Il y a une reprise, Je rechante, je te donne, avec Jean-Jacques en version acoustique. Voilà. Je vous invite à écouter ce disque magnifique de Michael Jones. Assis sur son piédestal, il joue au monde idéal. Et il regarde sentir les soleils de son ciel artificiel. Qu'aurait-il pu savoir à part ce qu'on lui a dit? Est-ce la fin de l'histoire? Peut-on changer de vie? Tel est pris celui qui croyait prendre, la vie lui a tout repris. Et son sourire a su lui faire comprendre aussi que s'il faut passer une vie à l'attendre, il saura payer le prix. Même si on n'achète pas sa vie. Tel est pris celui qui croyait prendre, la vie lui a appris
sont faits pour se comprendre aussi. À trop vouloir et toujours se défendre, à soir on connaît le prix. Au revoir, elle est partie. Voir l'amour n'a pas de prix. J'ai ouvert sa porte et je l'ai retrouvée pendue. Quand elles ont compris qu'elles étaient amoureuses, il était malheureusement trop tard. Il s'est révélé qu'il y avait une tumeur. J'étais désemparée, parce que moi, dans ma tête, il était hors de question qu'il meure. Il est resté plus de 12 ans malade. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. En découvrant qu'il allait mourir, l'amour leur est apparu comme une évidence. Je crois que c'est en une semaine, on s'est dit plus des je t'aime qu'en 25 ans. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Que je tenais à lui et que je l'aimais, que je lui n'ai jamais dit, quoi, en fait. Mais comment laisser de côté les regrets et parvenir à prendre un nouveau départ? Jusqu'à la fin de ma vie, il sera toujours là, quand même. J'ai envie de passer à autre chose. J'avance avec lui et à côté de lui et j'espère qu'on avancera encore. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just